Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu Tendance Ride. Aujourd'hui, on va parler outdoor, business et aventure entrepreneuriale avec un invité que certains d'entre vous connaissent sans forcément connaître toute son histoire. J'ai le plaisir de recevoir Yannick Morat, fondateur et CEO d'EcoSport, le leader français de la distribution outdoor, pionnier du e-commerce et désormais acteur majeur du retail avec des énormes magasins en plein cœur de Paris. Dans cet épisode, on remonte aux origines. Un magasin familial à Chambéry, les premières ventes sur eBay, les choix stratégiques qui ont fait passer EcoSport du discount au premium et surtout une lecture très lucide d'un marché en pleine évolution. On parle évidemment de montagne, de trail, de marque, data, innovation et de ce que va devenir l'outdoor dans les 10 prochaines années. C'est un épisode dense, sans langue de bois, qui parlera autant aux passionnés de glisse qu'aux curieux du business. Allez, Tendance Ride avec Yannick Morat, c'est maintenant sur Mordu. Bonne écoute! Salut Yannick, bienvenue sur Mordu. Bonjour, merci de m'inviter. Ah bah écoute, moi j'avais très envie de te recevoir ici et je vais te dire pourquoi. Je suis parisien, je suis un surfeur parisien, mais j'habite Rive-Gauche, pas très loin de Montparnasse. Ma femme est réalisatrice, donc on est plutôt cinéphile dans la famille. Il y a plusieurs mois, on a appris qu'il y avait la fermeture du cinéma Le Bretagne. C'est un cinéma assez mythique côté Montparnasse. Et puis quelques semaines plus tard, je repasse et je vois un grand panneau « Ici bientôt EcoSport, la chaîne de sport outdoor ». Et là, honnêtement, je me suis dit, mais alors comment EcoSport va atterrir là, à la place du Bretagne, dans un cinéma? Ça m'a paru complètement, pas fou, mais je me suis interrogé. Je me suis dit, bon, faut absolument que je fasse venir Yannick ici. Je t'ai contacté, t'as accepté, donc un grand merci. Alors avant que tu me parles de ce projet un peu atypique, je te propose qu'on revienne à la source. Le magasin familial à Chambéry. En tout cas, vas-y, prends le point de départ que tu souhaites sur la création d'EcoSport et ton parcours. Si on remonte loin, on peut remonter sur une anecdote assez intéressante. Comment mes parents sont arrivés en 1970 à acheter un magasin de sport. Allez, avant, ils étaient dans une station-service, gérant d'une station-service. Et ma mère, qui avait un caractère bien trempé et un vrai esprit entrepreneurial, a dit à mon père, écoute, on va acheter un bar-tabac parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir dans la vie. Et on est là, fin des années 60. Elle va toute seule acheter un bar-tabac avec les petites économies qu'ils avaient. Elle revient en disant à mon père, écoute, c'est trop cher pour nous. Par contre, on m'a proposé un magasin de sport et je l'ai acheté. Mes parents n'étaient pas sportifs et se sont retrouvés à Chambéry dans un magasin de sport sans savoir rien, ni du sport, ni du commerce. Alors évidemment, l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui, le champ des possibles était plus large, mais ils ont démarré avec vraiment des conditions assez compliquées. Et pour l'anecdote, le plus complexe, c'était de faire les achats, et puis évidemment de se former sur les produits. Et ils ont une stratégie que je trouve hyper intéressante, c'est qu'ils ont demandé à des pratiquants de venir le jour où le commercial venait proposer sa gamme. Tel jour, il y avait Petzl qui venait proposer sa gamme, ou Babola, ou je ne sais qui. Et mes parents contactaient des pratiquants en leur disant « ça vous dirait de découvrir la gamme de l'année prochaine ?» Évidemment, les pratiquants, ils étaient comme des dingues en avant-première de voir ce qui allait sortir l'année d'après. Mais du coup, ils discutaient entre eux, puis ils disaient « ça c'est top, j'y crois à fond ». Et mon père passait commande de tels produits. Ça, par contre, c'est pas terrible. Et ils en achetaient pas. Et pendant des années, ils se sont abreuvés du savoir des pratiquants, parce qu'on peut pas être bon dans tous les sports. Et surtout quand, au départ, on n'en fait pas. Et voilà comment ils ont démarré. 1970, et donc l'affaire s'est développée. À Chambéry, ils ont fait toute leur carrière là-dedans. Ils ont fini début des années 2000 avec 4 petites boutiques de centre-ville, mais une grosse orientation outdoor. Clairement, le rayon numéro 1, c'était le ski, parce que le terrain de jeu, etc. Et donc, avec mon frère, après avoir fait chacun un petit bout de carrière ailleurs, on a décidé de reprendre cette opération et pour fermer ces magasins qui étaient complètement obsolètes et ouvrir un grand magasin. Mais voilà, le début de l'histoire, c'est un magasin qui s'appelait La Randonnée et qui était à Chambéry, qui était grand qui faisait 50 mètres carrés et dans lequel on trouvait beaucoup de sport. On trouvait même du golf et de l'équitation. Les temps ont beaucoup changé. Aujourd'hui, dans 50 mètres carrés, on met plus grand-chose. Toi, t'as aimé, enfant, avoir des parents commerçants? T'as toujours eu envie d'être commerçant?
J'ai pas eu toujours envie d'être commerçant, mais en tout cas, c'est un environnement qui m'a toujours plu parce que c'est plaisant. J'allais voir mes parents dans leur magasin. Il y avait beaucoup de côtés positifs. Côté négatif, c'est qu'ils travaillaient énormément. Et puis le soir, en général, ça continuait à travailler. Autour de la table, ça parlait boulot beaucoup. Les week-ends, il fallait aller sur les courses, il fallait distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres, etc. Donc c'était une jeunesse sous la forme un peu de labeur avec eux. Mais par contre, c'était génial de brasser du produit sportif, c'était chouette. Donc effectivement, cette envie déjà entrepreneuriale et commerçante, elle vient de là, clairement. Comment on passe du magasin à Chambéry de 50 mètres carrés à EcoSport? Alors on reviendra sur les chiffres, hein, mais je crois que c'est 150 millions de CA, 400 collaborateurs, une dizaine de pays. Comment est-ce qu'on passe du magasin à Chambéry de 50 mètres carrés à ce qu'est EcoSport aujourd'hui? Eh bien, j'ai commencé ma carrière chez Salomon. En tant qu'apprenti, et puis après je suis parti en Corée du Sud pour eux, je m'occupais des 2 bureaux de production en Corée, et puis après je suis parti chez Adidas, puisqu'entre-temps Salomon en 1997 a été vendu à Adidas. Et quand je travaillais chez Salomon, je travaillais avec un des enfants, Salomon, François, et on jouait au rugby ensemble, très important. 97, Salomon est vendu, François quitte l'entreprise, mais continue à jouer au rugby dans l'équipe. Et tout début des années 2000, tout ça pour dire que c'est l'humain et les rencontres qui font les histoires. Après un match de rugby, ça fait pourtant plusieurs années qu'il travaille plus chez Salomon. Je lui dis comme ça, après 2 bières, que je vais quitter l'entreprise pour reprendre le magasin de mes parents avec mon frère. Et notre projet à nous, c'était de fermer ces petits magasins de centre-ville et de faire un projet d'un grand magasin en périphérie. Et puis c'était bien tout. On mettait en caution nos appartes, etc., la maison de mes parents. Et François nous propose de se joindre à nous en disant, si je viens, on va pouvoir développer beaucoup plus vite. Donc moi, ça me fait marrer. J'ai confiance en toi. On a travaillé ensemble. Feu, on y va. Donc ça a donné une perspective complètement différente au projet. Parce qu'on avait en gros quelque part notre family office à nous qui nous rejoignait. Et ça s'est résumé à 2005, on ouvre le premier magasin, mais 2006, on ouvre le deuxième, donc il est déjà en gestation. Et dès la première année, on voit arriver la révolution du commerce par Internet, et on se dit, il faut absolument qu'on y soit, sans quoi on va passer à côté de la vague des 20-30 prochaines années. Mais on savait pas par quel bout prendre ce sujet-là. Moi, je suis tout sauf un geek, je comprenais rien à Internet. Et une fois encore, c'est une rencontre dans une bourse au ski, là où on vend nos vieux produits, nos produits d'occasion, choses comme ça. On rencontre un gars qui est au fond d'un garage et qui achète 3 paires de skis par-ci, 4 paires de skis par-là, qui les vend sur eBay. C'est Frédéric Prat, et c'est avec lui, du coup, qu'on monte EcoSport. Excellent. Voilà, donc derrière cette aventure, c'est des rencontres, c'est de la confiance donnée à chacun. On s'est vraiment tous fait confiance. François, parce qu'il a amené des sommes considérables au début pour pouvoir nous permettre de nous développer. Ça, je comprends pas très bien. Pourquoi t'as dû mettre ton appart en caution, enfin voilà, prendre des risques financiers pour reprendre l'affaire de tes parents? Pour le nouveau projet. Pour le nouveau projet. Pour le nouveau projet. Faire un nouveau magasin, ça nécessitait des fonds qui étaient importants par rapport aux petits magasins de centre-ville. Donc pour ce magasin Sport 2000, il aurait fallu faire ça. Mais j'ai pas eu à le faire, parce que François, quand il est arrivé, une de ses valeurs ajoutées, c'était de prendre le risque financier sur lui. L'association, pour moi, il faut toujours que les associés soient nécessaires dans l'aventure. Les associés de copinage, ça marche pas, parce qu'au bout d'un moment, il y a un déséquilibre de méritant-mérité. Là, François, sa valeur ajoutée, c'était pas de travailler avec nous, il a jamais travaillé avec nous. C'était de participer à l'élaboration des projets, et une fois qu'on y allait, c'était de rassurer les banques et de prendre les risques financiers sur lui. Ce qui change tout pour un entrepreneur. On a eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça qui nous a accompagnés, et qui est toujours là. À l'heure où on parle, il a toujours 1/3 de notre entreprise, parce qu'en plus, pour rentrer dans le détail, l'argent qu'il a amené, il l'a amené en compte courant d'associé, et quand la structure était capable de lui rendre, on lui a rendu. Il nous a pas amené vers une dissolution, une dilution, importante. C'était le deal de départ. Donc je vais expliquer, je pense, là-dessus. Donc il est arrivé, il a presque prêté de l'argent à l'entreprise. C'était presque le seul qui a donné de l'argent au départ. Et donc dans une entreprise un peu classique, si c'est toi qui as mis beaucoup de sous au départ, ceux qui sont avec les idées, tout très bien. Mais ce qui compte, c'est un peu le capital de départ. Est-ce que tu dis non, vous avez considéré que c'était 1/3. Absolument. Et à un moment où il y avait suffisamment d'argent dans la structure, vous lui avez remboursé l'argent. Exactement. Et lui, finalement, il avait qu'1/3 alors qu'il a supporté 100% du risque initial. C'est ça. Sa valeur ajoutée, c'était le risque initial. Il l'a supporté à 100%, mais il n'a jamais dépassé
un tiers du capital de l'entreprise. Ok, donc vraiment un collectif uni d'un point de vue entrepreneurial et actionnarial. C'est marrant parce qu'en fait, effectivement, alors EcoSport, hein, moi je le spoil, je vais pas faire semblant de pas savoir, mais en fait EcoSport au départ, le nom c'était parce que c'était un peu côté Cdiscount, quoi. Très clairement. C'est pas cher, quoi. C'est pas cher. On est en 2007. À l'époque, les achats internet, c'est orienté prix. Quand on achète sur le net en 2007, c'est qu'on fait un coût. Et donc, le éco de EcoSport, c'était économique. C'était outdoor, évidemment, mais pas que, parce qu'on s'est essayé au tennis, on s'est essayé au vélo, et on a rapidement arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient bien meilleurs que nous. Nous, on était bons dans l'outdoor, c'était notre monde, notre ADN, on avait les connexions avec les marques. Voilà pourquoi on s'est cantonné à l'outdoor assez rapidement. Mais c'était au début complètement économique. Notre métier, c'était d'acheter des fins de série et de les vendre l'année d'après à prix très discounté. Donc là, toi, tu dis où tu as été bon, c'est sur la connaissance produit. On est de nouveau à la randonnée où en fait la connaissance produit par des experts fait la différence derrière. Bien sûr, Frédéric Prat, avec qui on s'est associé, c'est quelqu'un qui avait fait des années de magasins de sport en station. C'était un expert du ski. Et on vendait sur eBay la première année. Donc lui, il s'était lancé dans ce business-là, mais c'était un expert du matériel, très clairement, et ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, moi je crois vraiment à la spécialisation. On peut pas être bon partout, on peut pas être généraliste. Nous, c'est l'outdoor parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est tout petit. Et donc sur eBay, le délire, si je peux dire, c'est t'acheter des invendus, tu payais cash et puis t'essayais de revendre à la découpe. Ce qui a fait notre réussite, parce que première année, pour donner 2-3 chiffres, on fait en gros 3 millions d'euros de chiffre et 300 000 euros de résultat. Pour une année une, pour une start-up, c'est pas si courant que ça. C'est pas mal. C'est pas si courant que ça. Sur de la revente sur eBay. Entièrement sur eBay. On a eu l'audace, je vais dire, d'acheter des très gros stocks, pas cher parce qu'on les payait cash, grâce à François. Et sur eBay, l'astuce que mon associé, qui était brillant, avait trouvée, c'est qu'à l'époque, les produits se vendaient aux enchères. Donc on mettait un ski aux enchères, et à l'époque, ça fonctionnait bien. Donc il y avait plein de gens qui surenchérissaient, jusqu'au dernier qui l'emportait à, disons n'importe quoi, 300 euros. Et nous, cette paire de skis, on l'avait acheté peut-être 100 euros. Et on en avait beaucoup, de la même référence. Du coup, tous ceux qui avaient surenchéri mais qui n'avaient pas emporté l'enchère, qui étaient à 299, 295, 290, etc., etc., nous, on se fixait un prix plancher, on va dire, on l'a acheté 100 euros, allez jusqu'à 170, on prend, par exemple. Et une enchère pouvait nous faire vendre 50 paires de skis. On envoyait un message à tous ceux qui avaient loupé la victoire, on leur disait, écoutez, vous avez de la chance, on a 2 paires. Donc, vous n'avez pas gagné la première, mais on vous propose, sur votre montant d'enchère, de vous vendre la deuxième. Tout le monde était content. Celui qui a remporté l'enchère avait sa paire de skis, et ceux qui avaient échoué, ils l'avaient quand même. Et ils avaient en plus le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, ce qui était le cas. Et nous, ça nous a fait sortir des volumes colossaux. Une enchère, parfois, on vendait 50 paires de skis. Et une fois encore, on volait personne, bien au contraire. Simplement, on se contentait d'un prix qui était plus bas. Mais ça nous a donné une accélération incroyable. Ah, génial, j'adore, le truc hyper smart. Pourquoi t'as pas continué à faire ça? Oh, parce que les modèles ont complètement changé. Et puis, il y a un moment, être discounter, c'est un choix. Mais moi, j'ai senti l'évolution dans les marques. À l'époque, les marques, elles avaient du stock. Et dès le mois de janvier, elles dégazaient et on arrivait à faire des coups vraiment intéressants. Et rapidement, elles se sont rendues compte qu'elles perdaient de l'argent à avoir ce stock immobilisé, etc. Je sentais vraiment la tendance d'arriver à fabriquer ce qui était commandé, mais à plus prendre de position de stock. Et bien m'en a pris parce qu'aujourd'hui, si on faisait ce métier-là, on serait dans une sale posture parce que les marques n'ont plus du tout les stocks qu'elles avaient à l'époque. Toi, tu dis un vente privé, j'ai l'impression que ça cartonne, mais c'est plus compliqué. Un VP, c'est plus compliqué qu'avant, tu penses? VP, je sais pas si ça cartonne encore ou pas, je pense. Mais aujourd'hui, à mon avis, leur modèle a un peu évolué, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui fabriquent spécialement pour des ventes VP. Mais taper dans les stocks invendus des marques, aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Donc, t'es passé d'un discounter du ski et de l'outdoor à quelque chose de plutôt premium. Hein. Je vais y revenir. Moi, je suis passé les magasins EcoSport. Alors, il y a le site, hyper connu, qui est le site numéro 1 en France, peut-être en Europe d'ailleurs. Un des numéros en Europe et le numéro 1 en France. Ouais. Voilà. Donc moi autour de moi là, quand j'ai dit que je te recevais, voilà, tout le monde dit moi j'achète chez EcoSport, c'est super. Voilà. Moi j'achète beaucoup de matos de surf, de kite, de foil, mais peu de ski. J'achète beaucoup en station. On va en reparler. Alors tous ceux qui achètent beaucoup, ils m'ont dit moi je suis chez EcoSport.
le virage, comment on passe du... Et oui, ce que j'allais dire, c'est que les magasins, c'est ultra premium, en fait. Enfin, Complètement. et les marques sont mis vraiment en avant. C'est des corners par marque. Les marques sont vraiment hyper bien mis en avant. C'est un virage que tu as tout de suite fait, du discount au premium. T'es passé étape par étape. On l'a fait progressivement. On a commencé à référencer ce qu'on appelle la gamme, c'est-à-dire le produit de l'année, pour tout doucement amener nos consommateurs de la fin de série à la gamme. Et c'était le bon moment, parce qu'honnêtement, on se serait planté si on était resté des discounters comme à l'époque. Après, il y a un deuxième virage qui explique les magasins tels qu'on les fait aujourd'hui, un deuxième changement fondamental dans la profession, c'est la relation avec les marques. Il y a 15 ans de ça, la marque nous demandait d'acheter ses produits. Aujourd'hui, c'est nous qui demandons à la marque si elle veut bien nous les vendre. La relation est aujourd'hui une tripartite entre le consommateur, la marque et nous. Et preuve en est les magasins qu'on fait maintenant. Effectivement, on met beaucoup en avant les marques, on discute énormément avec les marques et on est vraiment un partenaire des marques. Pourquoi ça a changé, ça ? Parce que les marques sont devenues sélectives dans leur distribution et elles ont eu raison. Elles ont nettoyé un petit peu leur circuit de distribution parce que sinon, ça tire les prix vers le bas et personne s'y retrouve. Et en fait, comme elles sont devenues quelque part aussi distributeurs, les marques, puisqu'elles ont toutes un site D2C aujourd'hui, eh bien, et tous les consommateurs vont également sur leur site, dans le parcours du consommateur, à un moment, ils passent sur le site de la marque. Donc, du coup, c'est devenu vraiment une collaboration dans l'expérience client, la marque, le distributeur et le consommateur. Alors, on a fait un épisode avec Cédric Georges, qui est le patron de North Action Group. Je vois que tu hoches la tête parce qu'il est aussi patron de Odlo. Et donc, lui, il est plutôt dans le kite. Il vient de la outdoor, il est maintenant dans le kite, le foil et tout ça. Et je lui disais, dans le marché du sport nautique, hein, on va dire, il y a j'ai vu deux modèles. Moi, j'ai reçu ici F1, Raphaël Salle, qui travaille uniquement en distributeur. Donc, pour acheter du F1, il faut que tu passes par les shops, en fait. Tu peux pas aller sur le site web de F1. Ça a peut-être changé, mais c'était encore pas le cas récemment. T'as un autre modèle qui est Gong, qui est un mode hyper intégré, je produis, je vends. Donc, tu peux acheter du Gong que chez Gong. Sur le site web ou dans le flagship. Et je disais à Cédric, du North, tu peux en acheter en magasin, dans les surf shops, et tu peux en acheter aussi sur le site web. Est-ce que tes réseaux, tes partenaires, ils gueulent pas un peu que tu vends en direct? Non, en fait, Qu'est-ce que tu leur dis, toi, aux marques? Tu dis, attends... Je leur dis qu'elles doivent tenir les prix. Ça, c'est le plus important. Et le consommateur, on se rend compte qu'il a besoin d'un tiers de confiance. Tu sais, la marque, elle te raconte son histoire. Elle va t'expliquer que son produit, c'est le meilleur du monde et que c'est absolument celui-là qu'il faut acheter pour toi, pour tes besoins. Pourquoi pas? Elle raconte pas n'importe quoi, mais elle donne un angle de lecture. Après, des gens comme nous, on est tiers de confiance. Donc, on va dire, pour toi, par rapport à telle marque, ça c'est bien ou moins, etc. Voilà pourquoi, dans d'autres secteurs, Fnac Darty existe encore. Sinon, Samsung n'aurait besoin de personne pour vendre ses produits, si je prends un exemple dans un autre métier. Donc, moi, je crois beaucoup dans la valeur ajoutée du distributeur pour la mise en avant des marques et pour le choix aussi, parce que il faut sélectionner le meilleur des marques. Le choix est tellement large. Si tu prends toutes les marques et toutes leurs offres, c'est juste tellement large. Donc, le consommateur, il a besoin quand même d'une première sélection et c'est là où on entre en action. Donc, toi, la promesse, en fait, ta promesse au client, c'est tu viens chez moi et en fait, je te donne un bon conseil, en fait. C'est complètement. Moi, j'ai sélectionné le meilleur des marques, selon mon avis et l'avis de mes équipes. Quand je dis moi, tu penses bien que c'est mes équipes. Donc, viens chez moi, déjà, tu vas voir le meilleur de ce qui existe. Et à partir de là, on va discuter et on va choisir ensemble vraiment ce qui te convient. Je parlais de Cédric parce que ce qu'il me disait aussi, excuse-moi, j'ai fait presque une digression, mais le point de départ de ma réflexion, c'était que Cédric me disait, moi en tant que marque, je fais très attention à mes distributeurs pour deux raisons. Ce que tu évoquais, c'est-à-dire en gros, je peux pas avoir 45 magasins où je vends trois produits et il faut que je les anime et machin. Je préfère avoir beaucoup moins et faire du volume. Voilà. Il me disait aussi qu'il y a post-Covid, enfin post-Covid en fait, qu'il y a une phase très forte d'atterrissage là où beaucoup de distributeurs ou d'entreprises sont quand même en relative difficulté et que lui du coup il était vigilant parce qu'il avait pas envie de se retrouver avec des réseaux qui se pétaient la gueule, des impayés, des choses comme ça. C'est aussi pour ça. Alors, en fait, effectivement, la distribution, c'est compliqué parce que les marges sont assez courtes et les marques ont vraiment intérêt à protéger leurs distributeurs et à mettre des moyens avec eux. Les marques aujourd'hui, elles nous allouent des budgets trade marketing, comme on appelle, qui sont de plus en plus importants. En fait, tu te rends compte que notre valeur ajoutée, pour la marque, on devient média.
parce qu'on a de la data, parce qu'on s'adresse aux consos. Donc, elle passe à travers nous pour s'adresser aux consommateurs. On a une partie de notre mission qui est d'être média. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler en amont avec les marques. Quand est-ce que la nouvelle histoire va sortir? Pour que quand elle sorte, elle soit dans mes magasins, sur mon site internet, sur le site internet de la marque et sur tous les médias que la marque veut utiliser. Tu es en train d'ouvrir à Paris et là, je me suis baladé. Cette semaine, j'en ai profité, je suis allé dans ton magasin, un peu flagship, énorme, boulevard des Capucines, pour voir un peu, m'inspirer de questions. Et sur les marques, ça m'amusait parce qu'il y avait un commercial Burton qui était là. J'ai laissé une oreille traîner pour voir ce qu'il racontait à tes vendeurs. Et il disait en l'occurrence, je suis pas resté 1 heure, hein, mais il y a vraiment une phrase qui m'a attiré l'oreille, c'est: en ce moment, on rationalise les gammes, on mise sur des intemporels, on permet le réassort rapide. En gros, ce qu'il disait, c'est pas la peine de vous stocker sur des biens. Vous inquiétez pas, on est capable de vous réassortir. Et nous, notre discours, c'est de dire, on va pas être forcément dans du renouvellement de gamme intempestif. Voilà, c'est plutôt, voilà, tu viens chez Burton, t'as peut-être les 15 produits phares, tu les retrouveras. C'est des produits iconiques et le client sait qu'il peut le trouver. Et le magasin, d'ailleurs, il n'a pas besoin d'en prendre 15 000 parce qu'on peut le réassortir. C'est marrant, non, comme... c'est un petit peu à contre-courant, pour être sincère. C'est à contre-courant. Peu de marques ont ce raisonnement-là, clairement. Si tu veux avoir ce raisonnement-là, faut être certain de ton produit et aussi de sa pérennité. Et Burton, c'est le cas. C'est des très bons produits et qui durent effectivement. En tout cas, ils n'ont pas besoin de les renouveler chaque année. C'est dans ces schémas-là qu'on arrive à être le plus rentable. Parce que la marque, du coup, tient ses prix. Elle a pas besoin de dégazer, comme on dit, ses produits en fin de saison. Et du coup, nous, on tient nos prix aussi. Et donc, ça devient ce qu'on appelle un produit permanent. C'est-à-dire qu'on va trouver, quand on dit permanent, ça dure pas 20 ans, mais ça dure 3, 4, 5 saisons. Donc, si Burton a tenu ce discours, moi, je m'en félicite et je les en félicite. C'est un petit peu à contre-courant, par contre. C'est à contre-courant ou c'est précurseur? C'est un petit peu l'effet balancier. C'est-à-dire que chaque marque teste une chose et puis après il y a des changements de personnes. On va de l'autre côté. Nous, on milite pour des gammes qui soient pas trop larges. Quand chaque marque a une gamme large et des déclinaisons coloris démentielles, mais comment on fait? Parce que le client maintenant, comme il voit tout ce qui existe sur Internet, tu vas faire une chaussure en 8 couleurs et il va te demander évidemment la 9e ou la 10e. Et là, ça devient ingérable pour nous, ingérable en supply. Donc nous, on milite pour des gammes courtes et des durées longues de produits, très clairement. Donc, je pense que Burton, soit ils sont un peu précurseurs, et ce serait bien que la profession aille vers ça, soit ils sont un peu contre-courant, mais en tout cas, je les en félicite. Alors, je vais aller sur le magasin des Capucines. Allez, on voit. Et après, on parlera du Bretagne. Mais c'est vrai qu'il y a ce magasin. Je me suis dit, il y a implantation. Alors, c'est vrai que le magasin, pour ceux qui le connaissent, il est quand même assez impressionnant. C'est un gros magasin. 1500 mètres carrés de vente. Ouais. C'est le plus grand magasin outdoor de Paris, très clairement. Il est vraiment impressionnant. Alors ça, je sais pas si ça va te faire plaisir, mais en taille, c'est aussi gros qu'un Decat ou un Intersport de Paris, de ville, quoi. Ça me fait très plaisir, ouais. Hein, bien sûr. Mais avec un soin sur la présentation des marques, quoi. On est quand même sur une mise en univers des marques et des produits. C'est vraiment assez sympa. Voilà, moi j'ai un peu l'impression d'être au magasin de jouets quand j'avais 12 ans, quoi. C'est assez sympa pour les gens qui aiment bien ça. Néanmoins, c'est un pari fort d'installer une telle surface, là, comme ça, de l'outdoor dans un quartier 100% urbain, à la boulevard des Capucines. On est à côté de l'Olympia, hein. Donc, on est mytho avec l'Olympia. On peut pas être plus près. donc c'est assez marrant. Pourquoi vous êtes mis là? Alors déjà, pourquoi on est à Paris? Si tu le permets, je commence par cette question-là. Paris est un gros marché de l'outdoor. Il y a énormément de Parisiens qui pratiquent les sports outdoor. On le sait depuis qu'on est tout petit, parce que quand c'est la semaine des Parisiens ou les semaines des Parisiens en station, eh bien, il y a une masse de gens qui arrivent qui est très importante. Il y a de plus en plus de trails, il y a de plus en plus de runs, etc. Donc le marché parisien est très important. La distribution parisienne est très restreinte avant qu'on arrive, clairement. Les acteurs en place, tu les connais, au Vieux Campeur, enseigne historique parisienne, et après, un petit peu les généralistes, Decathlon, qui est très performant sur, on va dire, le primo-pratiquant, etc. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, pour nous, il y avait vraiment de la place sur ce marché pour venir. Donc, premier point, le marché, la taille du marché. Deuxième point, les marques. La plupart des marques ne sont pas présentes, à part chez les Vieux Campeurs, à Paris, et ont besoin d'être présentes. Et l'outdoor a cette particularité d'être un marché extrêmement atomisé. On travaille avec 500 marques. C'est juste dingue, et c'est pas un choix. Si on était dans le football, il y aurait 2 marques qui feraient 90% de notre chiffre d'affaires. C'est pas du tout le cas dans l'outdoor. La seule marque
importante qui est présente sur la plupart des catégories, c'est Salomon, parce qu'il couvre presque toutes les catégories outdoor. Mais à part ça, ce sont des marques spécifiques. Et du coup, les marques nous disent, ouvrez des magasins sur Paris, on vous aidera, on vous accompagnera, parce qu'on a besoin de présenter nos produits, sur Paris. Et ils ne peuvent pas, eux, ouvrir des boutiques, parce que la plupart sont saisonniers. Donc, ils pourraient pas faire tourner une boutique toute l'année. Rares sont les marques qui font tourner une boutique toute l'année. Tu vas voir à Paris, Fusalp, un peu Rossignol, Salomon, des marques de run, Oka, Arc'teryx. Mais par rapport à toutes les marques, elles peuvent pas avoir des boutiques. Donc, elles ont besoin de nous. Voilà pourquoi on s'est penché sur un flagship, comme tu le dis, un très grand magasin. Et on a construit le merch en partenariat avec les marques on leur laisse des espaces entiers pour s'exprimer en merch, en opération, etc. Et ça nous aide aussi à équilibrer financièrement l'opération. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, les loyers au mètre carré sont 8 à 10 fois plus chers que la moyenne de nos magasins en périphérie, en province. Tu payes combien de loyer pour un truc comme ça? Je peux pas te le dire, c'est confidentiel, mais 8 à 10 fois ce que je paye en province. Voilà. Et effectivement, alors ce qui est assez rigolo, alors tu t'es mis là, en fait, il y a Arc'teryx qui est juste en face. Il y a Salomon à 100 mètres. Oka de l'autre côté de la route. Je les ai pas vus. Mais alors, de l'autre côté de la route. Je les ai pas fait gaffe. Décathlon à 200 mètres. Et ce qui est assez marrant, alors si on prend l'exemple d'Arc'teryx et de Salomon, tu as quand même des marques outdoor qui se mettent en centre-ville, hyper centre urbain, machin. C'est que Arc'teryx, eux, ils ont un magasin, ils sont sur 2 étages. Il y a l'étage du dessous qui est dédié à leur marque, je crois que ça s'appelle Valence, qui est en gros de l'outdoor super cher, de la doudoune à 2000 balles. Oui, ça tape. Sans logo d'ailleurs. Ouais, c'est assez chic. Donc là, tu dis, tu as une marque d'outdoor qui est venue là pour vendre leur matériel outdoor, mais aussi du matériel urbain pour des urbains. Oui. Et t'as aussi Salomon juste à côté, alors là qui a fait un choix complètement différent. Il y a 0 outdoor dans le magasin Salomon. Il y a des godasses pour courir. En gros, dans le Salomon boulevard des Capucines, t'as des chaussures et des brassières. C'est vrai. Et toi, dans ton magasin, ça m'a amusé aussi. Il y a aucune mise en scène autour de l'urbain. C'est-à-dire, c'est vraiment tes vestes de ski, c'est pour aller skier, quoi, ou faire de l'alpinisme. C'est pas pour aller la mettre au boulot ou en boîte de nuit. C'est marrant, ces 3 stratégies. Comment c'est des stratégies que t'as en tête, c'est assumé de ton côté. Très clairement, pour moi, l'urbain est une déclinaison de la technique. Alors, ça se décline par des produits qu'on appelle détournables, faciles à porter, la polaire Patagonia que tu vas mettre au bureau ou autre, jusqu'à la Gorpcore, cette fameuse tendance très très pointarde de l'outdoor en street. Mais il faut d'abord assurer un ancrage technique. Et une fois que tu l'as, après, ça te donne la crédibilité et la légitimité de vendre des produits urbains. Donc oui, on pense que pour se faire connaître à Paris, pour que le Parisien vienne chez nous, c'est la technique qui va le faire venir avant tout. C'est l'offre ski, parce qu'on va avoir l'offre ski la plus large de Paris. C'est l'offre run et trail, parce que derrière les sports de glisse, le trail run, c'est notre deuxième verticale. C'est un marché qui est vraiment en forte progression et sur laquelle on fait vraiment des gros volumes. Et donc, on veut que le client nous connaisse par la technique. Et en temps voulu, on viendra sur l'urbain avec grand plaisir. Ouais, donc tu te dis, dans quelques mois, il y aura peut-être un rayon plus la parc à North Face pour aller au boulot. Voilà, on s'adaptera, on aura peut-être des marques qui seront un peu plus urbaines, on traitera le froid urbain peut-être différemment, bien sûr. On a de la place dans ce magasin, 1500 mètres carrés, ça permet de faire pas mal de choses. Alors, il y a un autre truc qui m'a amusé dans ce magasin, c'est dès l'entrée, il y a un énorme rayon de compléments alimentaires. Alors, j'avoue que ça m'a assez surpris parce que alors c'est un truc, le complément alimentaire là, j'en parlais ce midi avec un de mes clients. Alors là, tout le monde est à Paris, tout le monde est sur le lifestyle, manger moins de sucre, les compléments alimentaires, tout le monde est hyper à l'aise avec ça, donc c'est vraiment un gros phénomène. Mais ça m'a amusé de voir du complément alimentaire dans un magasin d'outdoor en fait. Ouais. En fait, le pratiquant outdoor, le runner avant tout, évidemment, mais même l'outdoor maintenant, fait très attention à sa nutrition. Quand tu es orienté perf, il y a un côté un peu même psychosomatique au bout d'un moment. Quand tu allais en montagne, il y a pas si longtemps que ça, t'emmenais un sauce, un reblochon et un morceau de pain. Maintenant, t'emmènes des barres, des électrolytes, des machins, des trucs, enfin, que des compléments alimentaires. Ça a changé. Et les runners, c'est une clientèle, là pour le coup, c'est chouette parce que ça nous fait de la récurrence. Le runner, il vient régulièrement acheter ses barres et ça devient un rayon qui est important.
clairement qui est large. Hein. T'as vu le nombre de marques? Ah ouais. C'est fou, hein. C'est fou. J'aurais pas imaginé ça. Honnêtement, j'ai pas vu venir le truc. Il y a quelques années, on a toujours eu des petits rayons de nutrition, mais qui décollaient pas. Et là, depuis quelques années, c'est impressionnant. Il y a notamment un rayon ovomaltine. Ouais. Il y a un nombre de produits ovomaltine et qui est plutôt le produit qui à la base qui était une nutrition pas dingue, et là c'est incroyable tout ce qu'ils ont ils ont beaucoup progressé, et on a l'exclusivité Ovomaltine. C'est un partenariat, c'est une très très belle marque qui revient très fort. Effectivement, Ovomaltine, les scores sont impressionnants. Il y a un autre truc qui m'a amusé, c'est que il y a une autre tendance qui est très forte, c'est les montres connectées. Alors j'ai vu un chiffre, 90% des gens qui courent plus d'une fois par semaine ont une montre connectée. Et ça m'a, j'ai eu 2 surprises dans ton magasin, c'est qu'il y a le rayon, mais il est assez petit, en fait. Par rapport à ce qu'on peut voir à la Fnac et tout ça, c'est beaucoup plus resserré sur Garmin. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le prix des montres. Pas dans ton magasin, en général. Maintenant, Garmin, les montres, la Phoenix 8, machin, c'est 1150 balles. Quoi. C'est ça. Et c'est les produits sur lesquels nos marges sont les plus faibles. Ok. C'est incroyable. C'est terrible. Ah oui. Parfois, on regarde tous les soirs les chiffres de nos magasins, du web, etc. Et tu vois un magasin, tu fais, oula, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La marge, elle a plongé. Ah, bah, ils ont vendu 4 Garmin. Bah, voilà. Tu cherches pas. Le taux de marge, il est entre 10 et 15% allez, entre 10 et 20%, on va dire, sur une Garmin. Et c'est très faible, hein. Et le montant, par contre, est très élevé. Ça te fait un gros panier, mais un taux de marge qui est faible. Et pourquoi tu les mets en magasin, alors? Oh bah parce que c'est absolument nécessaire. Ouais. Si tu veux, si t'as pas la montre Garmin aujourd'hui, comme tu l'as dit très bien, tout le monde porte une montre connectée. Alors nous, on a une offre qui est serrée parce que on sélectionne les meilleurs produits. Après, des montres connectées, il y en a des marques, il y en a pléthore. On en vend énormément. On est spécialiste sur ces marques-là. Mais tu te dois absolument de les avoir, bien sûr, bien sûr. On est très content de travailler avec eux. On travaille de plus en plus avec ces marques-là. Mais l'électronique a toujours été un rayon, les GPS, tout. L'électronique a toujours été un rayon à faible. Mais je pense que c'est pareil pour les télé, etc. Hein. C'est des rayons sur lesquels les marges sont faibles. Allez, dernière petite truc sur ma visite magasin, tu vois, client mystère. Alors ça m'a surpris parce que j'ai fait un achat. Ok. C'est le côté un peu sympa de faire des trucs dans les trucs qui te plaisent. Je me suis acheté un petit produit chez Picture, je les aime bien. D'accord. On m'a pas demandé mon nom, mon adresse mail et tout ça. Je me suis dit, une boîte comme EcoSport qui vient du web, de la data, les gars, ils vont me scanner, ils vont tout me choper d'entrée, quoi. Et en fait, j'ai payé mon truc, je me suis barré, et ça m'a énormément surpris. Alors c'est peut-être non, alors c'est une anomalie, clairement. Ah, c'est une anomalie. Oui, tout à fait. Mais alors j'explique par le simple fait qu'on a changé de RP ces derniers mois, et que donc les équipes sont en montée de compétences sur l'outil, elles sont pas encore tout à fait affûtées pour une saisie rapide, etc. Donc on sait que là, on manque une partie de data, ce qui est terrible parce que ça fait partie de la richesse de notre entreprise, la data, bien évidemment. Donc la prochaine fois que tu viens, j'espère qu'on te lâchera pas tant que tu n'auras pas donné toutes les informations. Je déteste ça. Mais au moins qu'on te le propose. Quand on te le demande. Voilà. Non, mais c'est assez marrant. Merci d'avoir répondu à ça. Alors je vais aller sur le projet Bretagne, là, donc un deuxième magasin à Montparnasse, alors à la place d'un ancien cinéma. Oui. Alors c'est un lieu symbolique, hein. Il est au cœur du quartier, il a collé à la gare Montparnasse. Il y a juste en face, il y a un Rip Curl. Alors moi, ça m'a toujours amusé parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout le Rip Curl ici? J'y vais beaucoup, il est pas loin de chez moi. Et après, je me suis dit, mais Rip Curl, c'est cool parce qu'en fait, il y a la gare Montparnasse juste à côté. Il peut. Bon, par contre, j'ai envie de te dire, pour l'outdoor, la gare Montparnasse, c'est moins bien que la gare de Lyon. Alors, comment t'es arrivé là-bas? Alors tout d'abord, faut pas oublier que la Bretagne est le département où il y a le plus de trails. Peu de gens savent ça. Il y a vraiment beaucoup de trails par là-bas. On a cherché pendant 3 ans un emplacement à Paris. Et on a trouvé Bretagne avant Capucines. On cherchait une grosse surface. On cherchait une surface bien placée. On avait un niveau d'exigence qui était élevé parce que pour mettre les marques en valeur, il nous fallait de la place et il nous fallait un bel emplacement. Et quand on a trouvé ce projet, c'était un promoteur qui achetait le cinéma et qui le transformait en cellule commerciale. Alors, j'imagine bien la nostalgie des Parisiens par rapport à cet établissement, mais visiblement, toutes les études ont été faites et il était absolument plus possible de garder ce cinéma en lieu culturel, quelle que soit sa destination. Cinéma, non, mais même salle de théâtre ou quoi que ce soit, c'était absolument impossible. Donc, je comprends la nostalgie, mais en tout cas, ce site-là, c'était plus possible. Pour la petite information, quand il y avait un film, les premiers et deuxième étages suivaient le son sans avoir besoin d'être dans le cinéma.
Donc, on est parti sur ce projet parce que 2 belles surfaces, 2 plateaux de 500 mètres carrés, un très bon emplacement, des zones de réserve importantes. Voilà comment on a signé ce projet, mais qui était long parce qu'évidemment, il a duré 2 ans et demi, il va bientôt ouvrir là. Et c'est une fois... Il ouvre quand ? Il ouvre à la fin novembre, là, le 28 novembre, le jour du Black Friday. Bah, il aura ouvert quand on va diffuser l'épisode. Alors, il est ouvert. Je vous invite à venir découvrir ce magasin. Et puis, quelques mois après, le broker qui s'occupait de nous dit, là, j'ai une cellule qui me paraît aussi convenir à ce que vous cherchiez. Et il nous a proposé Capucine, qui était un magasin boulanger, où il y avait beaucoup moins de travaux à faire. On a tout refait à l'intérieur, évidemment, mais enfin, il n'y avait pas de grosse structure, pas de dalle à faire, etc. Et on s'est dit, ma foi, est-ce qu'on prend le risque? Alors, c'est très risqué, évidemment, mais on a cru comprendre qu'à Paris, il y a la clientèle rive droite, il y a la clientèle rive gauche, et que c'était bien de couvrir les deux. Donc, on s'est dit, allez, banco, on y va. Voilà. Écoute, en tant qu'habitant de la rive gauche, je te félicite. Est-ce que le fait d'occuper une ancienne salle de cinéma, ça t'inspire pour le magasin? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va faire un lieu d'expérience? Est-ce qu'il y a un truc Alors, on a voulu garder quand même une partie de l'histoire. C'est pour ça qu'on garde marqué le Bretagne. Ça va rester ça. C'est notre choix. On garde la casquette du cinéma et on va mettre un écran sur la façade avec les formats des affiches de cinéma qu'il y avait avant. Excellent. Voilà. Et il y aura même, si tout va bien, la première machine de projection de la famille Rittmann qu'on a pu récupérer. Elle devrait être dans notre magasin. Elle doit y être, puisque le magasin est ouvert. Cherchez-la, vous devriez la trouver. Ah ouais, excellent. Bon, écoute, bravo. Bon, Paris, hein, on va refermer là la parenthèse, mais j'imagine que c'est un vrai pari financier. Oui. Comment tu arbitres entre, en gros, visibilité, coût du mètre carré, rentabilité? Est-ce que ça a vraiment vocation à gagner de l'argent en tant que tel? Est-ce que ça sert aussi la stratégie globale? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? C'est une très bonne question. Quel est le modèle de ce magasin? Il est différent d'un modèle de magasin que je vais ouvrir à peut-être demain Toulouse, Lille ou peu importe. Ce magasin, il est important pour la notoriété de l'enseigne. Notre notoriété à Paris, mine de rien, elle est quand même très très déficiente. On constate depuis l'ouverture de Madeleine, on l'a ouvert il y a 1 an, Capucine, que la progression sur le web est 3 fois plus importante sur Paris qu'elle ne l'est au niveau national. Ça veut dire qu'on a fait découvrir l'enseigne à des Parisiens qui achètent sur le web, pas dans le magasin, mais sur le web, ou les deux. Donc le modèle économique, c'est les marques nous accompagnent, c'est important. Le web progresse plus vite à Paris parce qu'on a ces implantations. Alors attends, les marques t'accompagnent. Ça veut dire qu'en gros, il y a un beau corner Picture là. Mm-hmm. C'est que Picture paye pour avoir cette surface-là. Quand on dédie un espace conséquent à une marque, la marque participe financièrement évidemment, okay, à travers des opérations marketing, à travers tout un tas de choses. Mais bien entendu, dans le PNL du magasin, c'est important. C'est important. Sinon, on pourrait pas, avec les taux de marge qu'on a aujourd'hui, avoir de projets comme ça. Donc oui, dans le modèle des magasins, la contribution de la marque est importante. Ouais. C'est presque des shop-in-shop, hein, quand tu regardes bien. Tu sais, quand tu es une marque qui commence à avoir 50 mètres carrés, 70 mètres carrés. Oui, un magasin dans c'est quasiment un magasin dans un magasin. Voilà. Alors, c'est nous qui le gérons, tu vois, il n'y a pas de vendeur de la marque, même s'ils viennent très souvent. Elles encaissent pas, c'est pas comme d'autres modèles qu'on connaît de grands magasins. Mais néanmoins, on s'en rapproche un tout petit peu. Si c'est moins cher sur le web que sur le magasin, comment ça se passe? Si le client constate que sur le web c'est moins cher et que le produit est disponible sur le web, taille et couleur, alors on s'aligne dans le magasin. Ok. Voilà. Ça arrive de temps en temps, ça? Bien sûr, ça arrive souvent. Alors, on dira, mais pourquoi on s'aligne pas? Mais en magasin, on peut pas avoir une étiquette électronique sur tous les produits, c'est pas possible, parce que les produits se déplacent, etc. Donc on est obligé d'avoir un étiquetage. Et parfois, les magasins sont moins chers. Parce qu'on fait des opérations, l'étiquetage demeure en magasin parce que c'est notre choix. Mais ça, les gars te le disent pas. Ça, les gars ne le disent pas. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu des best-sellers? C'est quoi que tu vends bien? Enfin, les quelques produits là sur lesquels ça cartonne. Et genre, on est surpris. On se dit, mais c'est pas possible, comment on fait pour en vendre comme ça? Alors, j'allais te dire, c'est quoi tes best-sellers? Et après, j'aimerais bien que tu me racontes c'est quoi le truc le plus improbable là, qui marche bien chez toi. Moi, ce qui m'a estomaqué ces dernières années, c'est le nombre de duffel bags qu'on a pu vendre. Le duffel bag, tu sais, c'est le sac, c'est le North Face qui est le leader là-dessus. Tu vois, sac souple, etc. Mais c'est des milliers et des milliers. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse vendre des quantités pareilles dans ce genre de truc. Ça, c'est vraiment bluffant. Et c'est quoi l'usage? C'est le sac de voyage que tu mets dans le train? Voilà, c'est voyage, train, avion, etc. Bientôt, on en a tous à la maison, dans toutes les tailles, et ça continue à se vendre très, très fort. Et tu vois, au début, on augmentait nos commandes, et North Face, il nous disait, mais accélérez là-dessus, vous loupez le coche.
on était un peu, tu vois, bon, on en a vendu 100, on va en acheter 120, 130, 150. Et ils nous ont fait rajouter un 0, quoi. Et ils ont eu raison, très clairement. Donc ça, oui, c'est assez bluffant, clairement. Après, la bouffe, on en parlait tout à l'heure. Les volumes de nutrition, maintenant, on en vend sur le web. Et ça devient très conséquent. Très conséquent. Le budget du trailer runner a beaucoup augmenté. Avant, tu vois, on avait un pauvre camelback dans le sac, un machin. Maintenant, c'est les gilets nitrates, etc. Les chaussures, c'est plusieurs paires, ça tourne. Donc vraiment, il y a une vraie évolution de la pratique. Et même pour des gens qui courent, on va dire, qui vont pas gagner des courses. Tu vois, le coureur quotidien ou pas quotidien, mais entre guillemets du dimanche, il s'équipe beaucoup aujourd'hui. On voit que ce marché de l'outdoor là, il est en mutation complète avec les acteurs du digital, le trail, le running, le lifestyle, enfin tout ce qui est autour des compléments alimentaires et ça qui a pris une ampleur de malade post-Covid. Je pense aussi que c'est une tendance de fond qui vient des US. Enfin voilà, il y a rien de nouveau. Tu vois comment tu vois le truc évoluer, toi? Moi, je vois l'outdoor évoluer de manière très conséquente au niveau mondial. Quand on regarde la carte du monde, il y a des zones colossales qui sont absolument pas exploitées au niveau outdoor. Je pense à la Chine, je pense à des pays comme ça. Il y a des populations qui arrivent sur l'outdoor en nombre extrêmement conséquent. Il faut encore la Chine, mais l'Inde, des pays comme ça. Donc je pense que la pratique va exploser en nombre de pratiquants mondiaux et évidemment français aussi. Après, pour moi, la grosse mutation des 10 prochaines années, ça va être, comment dire, l'assistance type exosquelette, etc. L'assistance électrique. Comme le vélo électrique a été une révolution dans le vélo, ça va venir dans l'outdoor. On en voit déjà dans les stations de ski depuis 2-3 ans, des exosquelettes, de plus en plus. Absolument. Hein. Pour l'instant, ils sont mécaniques. Ils vont être bientôt électroniques et ils vont pouvoir avoir plein de capteurs, plein d'adaptations personnelles. Demain, je pense que tout ce qu'on va porter sera connecté, sera auto-alimenté par le soleil, etc. On va avoir demain des robots qui vont porter notre sac, etc. Je pense que l'accessibilité au terrain outdoor va se généraliser. Un peu comme le vélo électrique qui te permet d'atteindre des sommets que tu n'aurais pas été capable d'atteindre avec un musculaire parce que tu n'as pas le niveau. Eh ben, c'est un peu pareil en outdoor. On va pouvoir marcher des heures, faire des dénivelés de malade parce qu'on sera assisté par un robot qui porte le sac, par de l'équipement qui aura forcément évolué. Après, les marques, elles ont des vrais challenges. C'est que par les bouleversements climatiques qu'on subit déjà et qui vont aller grandissant. Je pense qu'on en arrivera à un point où quand on partira 2-3 jours en outdoor, on saura pas ce qu'on aura comme météo et il faudra qu'on soit capable de s'équiper froid, chaud, humide et sec. Et il va falloir que les marques nous trouvent des produits qui soient vraiment très adaptables à la météo. Et ça, c'est le challenge de demain. C'est des matériaux petits, compactables et performants en fonction de météos qui peuvent être différentes. Qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour toi? Donc là, tu me dis, la Chine, ça va s'ouvrir. Ça veut dire, tu vas ouvrir ecosport.chn. Non. Aujourd'hui, le web est très continental parce qu'après, il y a les limites logistiques qui font que c'est trop cher d'envoyer un produit en dehors du continent. Mais s'il y a plus de pratiquants, le marché sera plus grand, il y aura plus de recherche, il y aura de l'innovation et il y aura du tourisme. Donc ça amènera à un développement de l'outdoor en général. Sur ton marché local, qui est le marché, sur le marché européen. Et demain, tu vas avoir des Français qui vont dire, tiens, je pars en Chine 3 semaines. Sur les 3 semaines, il y aura peut-être la moitié du temps, ce sera culturel sur les sites connus à Pékin, etc. Et puis après, il y aura peut-être des vraies expériences outdoor avec des végétations différentes, des paysages différents. Ça fera partie des voyages de demain. Et sur les exosquelettes, ou l'électronique et tout ça, tu te dis, du coup, je vais vendre ces produits-là? Très clairement, on va vendre ça. Oui, tout à fait. Moi, je suis convaincu que ça arrivera. Ouais. T'es adapté pour faire ça? Parce que moi, j'imagine que ce soit quand même des produits un peu sur mesure, ultra chers. Ça le sera au début, forcément. Et puis après, ça se démocratisera. Là, on se projette à 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais. 10 ans. Mais 10 ans, ça passe vite à la fois. Mais je pense vraiment que ce qu'a connu le vélo, on le connaîtra d'une manière générale dans l'outdoor. On a parlé de la montagne, du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, oui. Évidemment.
On en parlait un peu ensemble en préparant l'échange, mais voilà, sur le fait qu'on passe dans certains endroits, notamment en basse en moyenne saison, d'une activité saisonnière à une activité aléatoire. C'est quoi, toi, ta vision sur la montagne? T'es un enfant du pays? Ah, moi, je suis chambérien, donc effectivement, je suis un enfant du pays. Je vois bien que c'est difficile de parier sur l'enneigement des stations de basse altitude. Elles doivent véritablement repenser leur modèle. Mais le champ des possibles, il est colossal. Et comme on disait en préambule, demain, quand on réservera nos vacances dans une station de basse ou moyenne altitude, il y aura une incertitude sur le sport qu'on pratiquera. Si c'est enneigé, on fera du ski ou des sports de glisse, et si ça ne l'est pas, on fera du vélo ou de la marche. Mais en tout cas, on profitera de ces moments-là. Moi, je suis convaincu que ces marchés vont grandir et que les stations de moyenne et basse altitude seront les gagnantes, en fait. On se déconcentrera un petit peu du ski. Les skieurs continueront à aller skier sur les stations de haute altitude, et là, pour le coup, je pense que c'est pas demain la veille qu'on n'ait plus de neige sur les stations de haute altitude. Mais la basse altitude, il y a tout à réécrire, mais je suis très confiant. Et en haute altitude, il y a une révolution aussi qui est en train de s'amorcer, c'est l'été. Il y a des stations qui bougent déjà très bien l'été. Je pense à Tignes, par exemple. En plus, il y a un plan d'eau. Tu y vas l'été, il y a quasiment autant de monde que l'hiver. C'est assez impressionnant. Et là, il y a un vrai business à développer. Et je pense qu'en plus, il y a un côté générationnel, c'est-à-dire que l'or blanc, tu sais, les gens avaient hérité de terres familiales, et les murs étaient payés depuis belle lurette, ils n'avaient pas de charge de loyer dans leur magasin, donc pour beaucoup, ils travaillaient 3-4 mois et ils en avaient bien assez pour vivre le reste de l'année. Mais ces gens-là, aujourd'hui, vendent leur affaire et ceux qui achètent ont un emprunt remboursé qui est plutôt costaud et ils ont besoin de travailler toute l'année. Donc ça change complètement l'aspect des choses et je pense que de plus en plus, les stations vont devoir ouvrir l'été. D'où notre arrivée en station avec la marque EcoSport Rent. Tu vois, je te fais ta transition. C'est ton boulot. Ah ouais, alors, attends, c'est parfait, là. Je suis allongé sur ma chaise, j'écoute. Je te réveille quand j'ai fini de parler, d'accord? Non, mais oui, c'est une super transition. Je vais la saisir, mais j'ai envie de rester un peu sur la montagne. Ouais. Moi, je trouve on entend deux choses. Il y a, ça va changer. Ouais. Il y a les défaitistes. Il y en a certains qui disent, de toute façon, rien ne remplacera l'or blanc. En fait, on peut retourner le truc dans tout. Voilà. Ouais, j'adhère pas. Donc, il faut se préparer à l'atterrissage qui sera peut-être même violent économiquement pour la région. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui disent, il faut se réinventer. Il y a plein de choses à faire et tout ça. Et c'est vrai que, moi, ce qui m'a assez surpris sur l'or blanc, sur la montagne en France, c'est qu'en fait, le business, il est ultra concentré. En fait, quand on regarde les journées skiées, en fait, elles se concentrent sur quelques domaines. Et je crois que 90% des journées sont faites par 4-5 domaines qu'on connaît tous. Et qu'en fait, tout ce qui se passe en petite moyenne hauteur, bon, à la limite, c'était relativement accessoire en termes de poids économique. C'est important pour les acteurs locaux, mais moi, je te rejoins. Je pense que j'entends là autour de moi les gens qui vont passer des vacances en montagne, à Tignes, à Serre-Chevalier pour faire du trail, du vélo électrique. Ils ont l'air tous de s'éclater. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai levier, quoi. Très clairement. Le sportif, aujourd'hui, on le sait, il est très volatile. Il fait du ski alpin le lundi, il fait autre chose le mardi, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a pas si longtemps. Oui, la part du ski dans le marché de l'outdoor, dans les Alpes, par exemple, ou dans les Pyrénées, va réduire. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres pratiques qui vont le remplacer très bien. Il y aura de plus en plus de monde en montagne, j'en suis convaincu. Et il y aura de plus en plus de pratiquants outdoor. Bon, ça vaut toujours le coup de s'acheter un appart en station. Moi, j'en suis convaincu. J'ai acheté un appart en station. Pourtant, je suis à 1 heure de route, tu vois. Allez, oui, je voulais te parler tu m'as offert la transition. T'as vu, je garde le contrôle, là. On a beaucoup, je te le disais, tu le sais, on parle pas mal de surf ici sur Mordu. Quid des magasins station? Moi, je te disais, j'achète pas encore mon matos sur EcoSport. Je vais payer plein pot en février, mais mes boots, je les essaye, machin. J'aime bien l'expérience, tu vois, en station. Si ça marche pas bien, le mec me refait. Je fais comme ça, et j'ai l'impression que les magasins en station, ils se portent pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi la réalité? Alors,
c'est un milieu que je connais bien puisque pour avoir, je suis adhérent Sport 2000, il y a un gros réseau montagne chez Sport 2000. C'est un métier qu'on aurait voulu faire, nous, se lancer en montagne, et on s'est vite rendu compte que c'est un métier et il faut laisser faire ça aux montagnards. C'est pas la même chose d'avoir un magasin d'alpinisme outdoor escalade à Chambéry que d'avoir le magasin. Rien à voir. C'est pas du tout le même métier. C'est un métier où il faut être très connecté avec le local, avec les hôtels, etc. C'est un métier, sont des loueurs de ski avant tout. Les magasins de vente, alors il y a des stations où il y en a beaucoup, tu vas prendre Val d'Isère, des stations comme ça. Mais les stations type les Arcs, la Plagne, etc. Là, ou les Trois-Vallées, c'est du skieur là. Donc ce sont des loueurs avant tout. Certains font pas du tout de vente, d'autres en font un peu. Ça dépend de la surface qu'on a dans le magasin. Ces magasins-là fonctionnent très bien. Il y a pas de difficulté. Les gens viennent au ski, les gens louent. Les gens achètent, comme toi, typiquement, mais la vente représente peu aujourd'hui en station, très clairement. C'est avant tout des loueurs. Mais nous, on a préféré l'aborder sous un autre angle plutôt que d'y aller magasin par magasin, parce qu'il faut avoir vraiment une grosse implantation dans la station, connaître tout le monde pour pouvoir bien s'en sortir. Alors, donc tu ouvres des magasins en station, alors comment tu t'y prends? Explique-nous. En fait, effectivement, nous, on voulait EcoSport, on voulait être ancré en station, on savait pas trop par quel bout y prendre, et on a trouvé la bonne formule avec la Centrale Sport 2000, qui est une coopérative, et qui a plus de 200 magasins en montagne, sous l'enseigne Sport 2000. Eh bien, on a déposé le nom EcoSport Rent, et on loue le nom au réseau Sport 2000. Et le réseau Sport 2000 développe avec ses adhérents et anime le réseau EcoSport Rent. Et nous, notre valeur ajoutée dans tout ça, c'est le nom, la marque, et c'est également le flux client. C'est-à-dire que si tu vas sur mon site internet, l'hiver, tu auras un onglet « Louer vos skis », tu cliqueras parce que tu seras venu pour acheter ton casque ou tes gants, on va savoir quoi. Tu cliqueras et on t'amènera sur le réseau de magasins EcoSport Rent. Et du coup, il y a plus de Sport 2000 en station, ils sont tous EcoSport Rent? Ah, pas du tout. Il y a toujours autant et même de plus en plus de Sport 2000 parce que c'est un réseau qui continue à se développer. Mais un adhérent Sport 2000 qui a déjà voire deux Sport 2000 dans sa station, il a une opportunité de développement, il va la prendre pour mettre EcoSport Rent parce qu'il va pas mettre 3 Sport 2000 à 50 mètres les uns des autres. Donc c'est vraiment une opportunité de développement et une enseigne qui a en plus un ancrage technique fort, donc qui est crédible et du coup ça fonctionne très bien. On a déjà fait 3 saisons, c'est la 4e qui va s'entamer là et on aura 54 magasins dans les plus grandes stations, donc on est très content avec un objectif de 100-120 magasins sous 3 ans. Et c'est quoi le deal? C'est toi qui payes pour que le magasin s'appelle EcoSport ou c'est le magasin qui te paye pour utiliser ton nom? C'est l'inverse. Le magasin me paye pour utiliser mon nom et surtout profiter du flux que je lui amène. Ouais. Okay. Mais c'est un modèle économique, si tu veux, pour moi, qui est pas disruptif du tout. Pour moi, c'est de la notoriété, un ancrage et voilà comment ça fonctionne. Par contre, derrière ça, le projet sous-jacent, c'est l'été. Parce que nombre de magasins Sport 2000 et évidemment les EcoSport se disent mais demain, si j'ouvre l'été, c'est un métier que je ne connais pas. Comment est-ce que je vais faire mon offre? Trail, run, hike, là, etc. Du coup, tu passes de loueur à vendeur. Et absolument. Tu vas louer beaucoup moins de ski que de chaussures de randonnée, quoi. Très clairement. La location, autre que le ski, ça reste epsilon aujourd'hui. Tu peux louer un piolet par-ci, par-là, mais enfin, c'est tout. Est-ce que demain, les gens vont monter et vont louer leurs chaussures pour faire une marche une journée? Je ne sais pas. Tout est à construire. Mais là, par contre, on peut avoir une vraie valeur ajoutée de par notre logistique parce qu'en 24 heures, on peut livrer n'importe quelle station, n'importe quel magasin qui aurait besoin d'une paire de ceci ou de 2 vestes comme ça, etc. Donc là, il y a un projet sous-jacent de moyen-long terme, on va dire, sur lequel on sera, nous, acteurs actifs. C'est le marché de la montagne l'été. Si tu pouvais rêver grand, EcoSport dans 10 ans, c'est quoi? Alors j'y ai, pour ainsi dire, jamais réfléchi. EcoSport dans 10 ans, je pense qu'on est toujours européen. On a maillé le territoire avec des magasins, donc on a peut-être pas le double de magasins, mais pas loin qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 150 millions de chiffres. Demain, on en fera, dans 10 ans, j'espère qu'on en fera beaucoup plus, mais c'est difficile d'avancer un chiffre. Je pense qu'on sera encore plus intégré avec les marques. On travaillera encore plus en amont avec les marques. Je pense que la distribution va se concentrer. Je vois pas les marques se concentrer, ça c'est surprenant. Un marché pareil où il n'y a quasiment pas de marques qui en rachètent d'autres, ça fait 20 ans que ça me surprend et ça bouge pas, donc c'est comme ça. Très bien. Est-ce que c'est des passionnés derrière? Je pense qu'il y a une grosse question de passion. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de marques qui ont une taille petite et puis ça va bien comme ça et ils sont heureux et c'est le plus important si les gens sont heureux. Donc voilà pourquoi, à mon avis, le marché se concentre pas. Je pense que c'est un marché qui va aller vraiment vers l'innovation et la pratique va changer. Donc, c'est très, très difficile de dire dans 10 ans à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, beaucoup de choses auront changé, c'est certain. Plus que ces 10 dernières années.
À titre respectif, toi, c'est quoi un peu ta fierté? C'est une magnifique aventure entrepreneuriale, on va pas se mentir, que ce soit. On me le dit souvent, donc ça doit être un peu vrai. Moi, je dirais, ma fierté, c'est l'humain, c'est les équipes qui ont fait EcoSport, parce que, à part m'entourer de gens qui m'ont accompagné, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour EcoSport. Et il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, dans l'entreprise. EcoSport est plus jeune, EcoSport a 18 ans. Mais c'est une très très belle réussite. Très heureux. Et puis, d'avoir toujours été rentable, ce qui nous a donné un confort de vie. On se lève pas le matin à regarder si on a suffisamment de cash pour payer les salaires. Ça, c'est un vrai confort. Et voilà, donc la fierté, pour moi, elle est là. Yannick, on arrive à la fin de cet épisode. Merci. Bon, c'était hyper riche, et plein d'infos. J'espère que ça intéressera autant les fans d'outdoor que les fans de business. C'est sûr que ça intéressera les fans de business et d'outdoor. C'est des épisodes qui marchent très bien sur Mordu, ce type d'épisode. Peut-être la dernière question. Une personne que tu aimerais écouter sur Mordu? Eh ben, écoute, c'est une personne qui s'appelle Jean-Luc Diard. Il a été PDG de Salomon. Je l'ai croisé à cette époque-là. Il est un des fondateurs de la marque Oka. Et c'est pour moi le plus grand visionnaire de l'outdoor. Quand je t'ai parlé tout à l'heure des robots, de la Chine, etc., ce sont ses mots à lui. C'est pas les miens. Je dois le reconnaître très clairement. J'ai assisté à Chamonix pendant l'UTMB à une réunion dans laquelle il a pris la parole pendant une demi-heure pour nous donner sa vision de l'outdoor. On était quelques privilégiés à pouvoir l'écouter. C'est remarquable. Donc vraiment pour moi, Jean-Luc Diard, c'est la personne que tu devrais essayer d'inviter. Il est absolument remarquable. Bah, je vais essayer, je vais te choper son 06, je vais le contacter de ta part. Je peux te le trouver, il n'y a pas de souci. On se connaît pas personnellement plus que ça, mais très honnêtement, il est brillant et il a vraiment un coup d'avance. Excellent. Yannick, un grand merci. Avec grand plaisir. Super moment. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ciao. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool, rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.